Notre fils à la maison. C'était un beau mariage, Jonathan était heureux, Alexia aussi. Non, mais c'était un beau mariage, oui. Il est manipulateur, il est caméléon, et il y arrive très bien. Avec le recul, on se dit qu'il a été diabolique avec nous pendant 3 mois. Je suis le numéro d'écrou 40 221. Je m'appelle Jonathan Daval, j'ai 36 ans. Je suis en prison pour le meurtre de ma femme. Je n'ai jamais fait parler de moi. Je déteste être dans la lumière. Personne autour de moi n'aurait imaginé que je me retrouve un jour accusé du pire face à des enquêteurs. On découvre le corps, c'est un véritable carnage. Elle a été massacrée, et puis surtout brûlée. Elle a été suppliciée, Alexia. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. Il était vautré littéralement sur le cercueil d'Alexia, en train de pleurer. Et là, Johnny a un gros problème. C'est-à-dire que s'ils mettent les scellés, c'est que Jonathan ne reviendra pas. Il s'est jeté à mes genoux d'un coup en disant que c'était lui, qu'il était impardonnable. Je me souviens juste de ça. Nom. Daval. Prénom. Jonathan. Date et lieu de naissance. 16 janvier 1984. À Gray, en Haute-Saône. C'est une ville de 5500 habitants. Un hôpital, 4 lycées et une basilique du XVe siècle. C'est ici que je me suis marié, le 18 juillet 2015, avec Alexia Fouillot. À l'église, Jonathan l'a vu arriver, très ému, il a pleuré, beaucoup de monde on a pleuré en plus. C'était un beau mariage, Jonathan était heureux, Alexia aussi. Il y avait beaucoup d'amour entre eux, oui. Il avait l'air bien sous tout rapport, ce garçon. Je pense qu'il était gentil, timide, il se mettait pas en avant. Ça se passe bien, on est dans l'euphorie quand même des premières années. Alors certes, un couple qui existe déjà depuis quelque temps, ils sont très heureux, ils partagent des choses. C'est un couple qui semble aller bien. Et on pourrait même dire un couple qui, en apparence, semble parfait. Mais ce matin du 28 octobre 2017, ma femme n'est plus à mes côtés. Alexia est morte. J'avouerai plus tard l'avoir tuée. Je n'ai appelé ni les pompiers, ni la police. Je vais faire croire qu'elle est partie courir. Je prends le téléphone portable d'Alexia et j'envoie un message à sa sœur en me faisant passer pour elle. J'ai un texto de ma sœur qui est daté de 9h15 et qui dit je pars courir, si j'ai le courage, je passe vous voir à la maison. Mais en même temps, je me dis tiens, c'est bizarre qu'elle soit sortie parce qu'habituellement, elle court chez elle, sur son tapis de course. Il est 9h50, je suis sur la route de Velay. Je passe boire un café chez ma mère. Elle me trouve l'air complètement défait. Oh, il était dans un état. Il pleurait, il était blanc, mais j'ai rien compris, moi. J'ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas, c'est là qu'il m'a dit, je retrouve pas Alexia, bon... S'il avait pu me dire, il essayait de me lancer des perches, puis moi j'ai rien compris.
S'il avait pu me dire, on n'en serait sûrement pas là. Il est 10h40. Je poursuis ma route. Je fais un crochet à mon travail. Puis je me rends au bar de mes beaux-parents, juste à côté, sur les quais de Saône. Dès 9 ou 10 heures, il y a Jonathan qui vient au bar boire son petit café. Bon, bah, pas de souci. Petit café, il se sert, c'est lui qui se fait son café. Il se met au bar, puis c'est là qu'il me dit Alexia est partie courir, ça m'embête, je la sentais fatiguée, je lui ai dit de rester, mais elle a voulu quand même y aller, ça m'ennuie un petit peu. Oh, bah, je dis, si elle est partie courir, hein, c'est qu'elle avait envie d'aller courir. Hein. Je quitte le bar. Je vais chez les parents d'Alexia. Puis ça sonne à la porte à 11h du matin. C'était Jonathan en pleurs. Là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il arrive? Il rentre dans la maison. Il était aux 400 coups, dans tous ses états. Donc avec ma maman, on se regarde, on se dit non, mais elle est peut-être effectivement allée se promener, elle a rencontré quelqu'un, est-ce qu'elle n'est pas au bar, elle a rencontré une copine, elle est chez une copine. Pour nous, mais on n'a aucune raison de s'alarmer, on est à milieu de tout ça. Je perds pas de temps à discuter. J'attrape Jonathan par le bras et je l'emmène dans ma voiture et je lui dis écoute, par où tu penses qu'elle aurait pu passer? On va faire le chemin, on va essayer de voir. Il est maintenant 11h35. Grégory est au volant. Nous prenons la direction de Grès-la-Ville, puis Velay. Voilà, il m'explique la route qu'elle aurait pu prendre. Alors, on passe lentement, on regarde un peu dans les fossés, des trucs stupides. Puis donc assez vite, on va chez lui pour voir si elle n'est pas revenue entre-temps. Je me garde devant chez lui, puis on rentre par le garage. Et je le laisse monter à l'étage. Et je l'entends crier « Alexia, Alexia », enfin, il fait tout un cinéma là-dessus. Puis moi, je l'attends en bas dans le garage. Bon, je comprends qu'elle n'est pas là. Puis donc, je lui dis que, écoute, maintenant, on va aller voir déjà à l'hôpital. Si elle a eu un accident, c'est là qu'on va la trouver. Nous arrivons aux urgences. Je donne le nom d'Alexia à l'accueil. Il n'y a aucune trace d'elle à l'hôpital. Nous nous rendons à la gendarmerie. Il est 12h30. Donc à la gendarmerie, on est accueillis par les gendarmes qui sont à l'accueil. Moi je me dis, on va dire qu'une jeune femme de presque 30 ans est disparue depuis 2 heures, on va nous dire d'attendre. C'est ce que je pense sincèrement. Il y a un gendarme qui l'invite donc à passer dans une autre pièce pour l'interroger. Je demande à Jonathan, je lui dis écoute, tu veux que je vienne? Je dis oui, je te suis. Donc on est les deux devant le gendarme. Il est sur sa chaise, il a un peu arrêté de pleurnicher, et puis, mais il a du mal à parler. Qu'avez-vous à déclarer? Ce matin, elle est partie courir vers 9h. D'habitude, elle court environ 30 à 45 minutes. Vers les 11h, en rentrant à la maison, j'ai remarqué qu'elle n'était toujours pas rentrée. Pouvez-vous donner la description vestimentaire du jour de la disparition? Elle était habillée avec des baskets roses, un short noir, un gilet à manches rouges en laine, puis des chaussettes blanches. Elle mesure environ 1,70 m pour 50 kg. Elle porte des lunettes, elle a les cheveux mi-longs, de couleur châtain clair. La gendarme qui est là commence à prendre on va dire, le taureau par les cornes et puis dire bon on va lancer des recherches, on envoie une brigade par-ci, par-là. Puis après, ce qui va suivre avec le procureur, c'est les chiens qui arrivent, c'est les hélicoptères qu'on entend tourner au-dessus de la ville. En quelques heures, ma femme, celle qu'on appelle désormais Alexia la joggeuse disparue, s'affiche sur tous les écrans.
D'abord, l'actualité en Bourgogne-Franche-Comté. Cette disparition inquiétante depuis hier à Grès-la-Ville en Haute-Saône. Une joggeuse de 29 ans n'est jamais rentrée à son domicile. Elle n'a plus donné signe de vie depuis hier matin, alors qu'elle était partie faire son jogging. Les premières recherches n'ont rien donné. Cela devient l'affaire Daval. J'expliquerai plus tard aux gendarmes avoir été dépassé. Les psychiatres ont cherché à comprendre. Ils m'ont interrogé sur mon enfance. Quand il est né, on a eu des complications. Il avait le cordon autour du cou, donc il était tout noir. Et puis moi, j'ai fait une hémorragie. Donc ils me l'ont enlevé et puis moi je me suis retrouvée dans le coltard et ils m'ont perfusé tout, donc je ne l'ai pas vu. On parle de prolétariat local pour le milieu de Jonathan Daval. Son père est ouvrier, son grand-père est ouvrier, sa maman Martine est nounou. Donc c'est un milieu social qui n'est pas très élevé, c'est pas non plus un niveau social très bas. On va dire que c'est un niveau social moyen, voilà, où on s'en sort. On n'est pas non plus à la survie, mais voilà. On fait ce qu'il faut pour vivre à peu près correctement. Ses parents se sont séparés quand il était tout petit, quand il avait 2 ans. Et ensuite, sa maman s'est remise en couple avec son beau-père, mais qu'il considère comme son père, puisqu'il l'a élevé depuis ses 2 ans. Et ils ont toujours été très proches, et sa maman l'a beaucoup choyé en tant que petit dernier. C'est un garçon fragile, qui tout petit déjà est très introverti, très timide, qui ne a jamais un mot plus haut que l'autre, qui ne fait pas de bêtises, qui est le garçon sage et presque effacé. Je pense pas que ce soit le garçon qui était le meneur de la bande. Je pense que c'était plutôt celui plutôt timide de la classe, le garçon qu'on remarque pas forcément, qui pouvait parfois avoir peur de déranger. On l'entendait vraiment pas. Finalement, ce sont des traits de caractère qu'il va conserver, puisque même en tant qu'homme, ce sont des qualificatifs qu'on peut employer le concernant. J'ai quelques copains, mais je sors peu. Je vis dans ma bulle. Je suis tout le temps sur mon ordinateur. Et je vais avoir, pendant toute mon enfance, des problèmes de santé. Vers les 2 ans, on s'est aperçu que quand on lui causait, il ne nous répondait pas spécialement, comme s'il ne nous entendait pas. Et puis 3 ans, puis il ne nous entendait toujours pas. Puis moi, j'avais tendance à le bousculer un petit peu, lui dire « Allez, Jonathan, secoue-toi, réponds ». Et là, on s'est aperçu qu'il ne nous entendait pas. Il avait une surdité des 2 oreilles. À un moment, je ne vous dirai plus les années parce que je ne sais plus, il était devenu bossu, donc c'était une scoliose et il était obligé de mettre un corset. Il a gardé son corset 3 ans. Mais il ne s'est jamais plaint pour autant, il s'y est habitué, il n'a pas eu le choix. Mais avec Jonathan, tout passait comme ça, sans se plaindre. Il a été quand même moqué beaucoup à l'école et ça, on sait qu'il en a souffert. Ça a été très dur pour lui. Et puis, autre chose, un événement très marquant, à son adolescence, en fait, son père décède quand il a 12 ans. Et ça va être très traumatique pour lui parce qu'il va ensuite développer des troubles obsessionnels compulsifs. Il n'a jamais parlé de son papa qui était décédé. Si on en parlait, il écoutait. Mais il attrapait des tocs. Donc déjà, son lit, quand moi je faisais son lit, il repassait derrière moi, il se baissait en dessous le lit, voir si tous les draps étaient bien mis correctement. Et puis après, il a eu une manie, c'était de se laver les mains, sans arrêt se laver les mains. Il fallait que tout soit propre. Alors on l'a emmené voir un psy, et puis on a dû y retourner une fois, puis on a arrêté. Les enquêteurs m'interrogent aussi sur ma relation avec Alexia. Depuis quand connaissez-vous votre épouse? Depuis ses 16 ans. C'était à l'occasion d'une sortie de ski avec un copain. C'était en 2004 ou 2005. J'allais sur mes 21 ans. Il a 4 ans de plus qu'elle et semble-t-il, elle tombe sous le charme instantanément.
Elle prend son numéro de téléphone et elle l'appelle dès le week-end suivant pour l'inviter à son anniversaire. Durant cette fête, raconte-t-il, c'est elle qui va faire le premier pas et qui va l'embrasser. À sa grande surprise, puisqu'il ne pensait pas du tout l'intéresser, et puis la différence d'âge, lui n'étant pas du tout séducteur, il se retrouve un peu happé par cette jeune fille très, très jolie, très, très solaire qui l'a choisie quelque part. On la voit, on l'entend, elle parle clair et lui pas. Enfin voilà, donc il y a deux portraits qui finalement sont assez différents l'un par rapport à l'autre, mais ça fonctionne quand même assez rapidement après effectivement ces vacances au ski. Elle me présente tout de suite ses parents, Jean-Pierre et Isabelle. Et je découvre l'univers dans lequel Alexia a grandi. Alexia, c'était une petite fille très joyeuse, qui aimait avoir ses copains, ses copines autour d'elle. Elle aimait partager, elle aimait donner aux autres. C'est le rire. Moi, ce qui me reste beaucoup, c'est sa voix et son rire. Et je pense que c'est ça qui primait dans les souvenirs. C'est ça qui reste. Les rires, les sourires, les vacances en famille. À partir de 2005, je ne vais plus quitter Alexia. En attendant de trouver une maison, nous nous installons chez ses parents, pendant 1 an. C'était comme notre fils à la maison. Ils étaient chez lui, il faisait ce qu'il avait envie de faire. Il vivait bien chez nous, il fallait prendre la salle de bain. Il fallait vraiment juste prévoir la salle de bain. Parce qu'il prenait grand soin de sa personne. Moi, je le trouvais ultra prévenant avec elle. Alors, je me disais, il doit vraiment l'aimer ou... Ce que j'ai pu voir avec les années, c'est qu'il est devenu un peu le fils adoptif de mes beaux-parents. Peut-être faillot, peut-être un peu le terme faillot, ça pourrait caractériser. C'est vrai que bon, il avait une tendance à un peu tout faire. Quand il y avait l'apéritif qui se préparait, c'est lui qui allait chercher les verres, aller chercher la bouteille, un peu aux petits soins, quoi, voilà, pour les beaux-parents et puis pour Alexia aussi. Ça va aller finalement assez vite, ce couple. Ils vont racheter la maison de la grand-mère d'Alexia Daval, ils vont s'y installer. Ils restent dans le périmètre géographique, le cocon de toujours des deux familles. Très vite dans le couple, c'est Alexia qui prend la place prépondérante. Très vite, c'est Alexia qui impulse. Pas qui impose, mais qui impulse. Que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour le sport, que ce soit pour les relations familiales. Naturellement, elle prend le dessus. Il y a assez logiquement finalement un projet d'avoir un enfant et ça ne fonctionne pas. Donc Alexia va consulter des médecins, va prendre des médicaments pour faire en sorte que cette maternité devienne réelle. Et on a la sensation quand même, quand on parle avec les proches, que lui n'était pas forcément hyper partant et que c'était surtout elle qui avait envie de devenir maman. On se rend compte, nous, de notre côté, que Jonathan, le bébé, finalement, ça n'a pas l'air de l'intéresser tant que ça, parce que toutes les visites médicales, les opérations chirurgicales, lui s'en détache complètement. Il ne participe à rien. Il travaille. C'est ce que lui répond. Elle me répète ce que lui répond. Il peut pas venir, il travaille. Notre quotidien devient tendu. Parfois, je rentre tard, exprès, pour éviter les conflits. Nous nous disputons de plus en plus souvent. Alexia se confie régulièrement à sa meilleure amie. C'est un cas désespéré, qui ne comprend rien aux femmes, à moi, et qui ne pense qu'à lui. À défaut d'être heureuse, j'apprends à vivre comme ça. Je pleure moins, je me suis endurcie. Ah oui, mais ce n'est pas une vie. Il te reproche des choses ? De ne pas être assez tactile. Mais en même temps, quand j'essaie, il me repousse, car il ne veut pas faire l'amour. Ces blocages intimes
J'en ai parlé très tôt aux gendarmes. De mon côté, j'ai des problèmes d'érection. Et il pouvait lui arriver de me reprocher le fait que nous n'ayons pas d'enfants. Aviez-vous ces problèmes avant votre mariage? Non, c'est d'avoir passé 1 an chez ses parents qui m'a posé problème. C'est plus un problème dans ma tête qu'un problème physiologique. On se rend compte que pour un jeune couple, du côté de la chambre à coucher, c'est visiblement pas si épanoui que cela. Et Alexia se plaint un petit peu qu'il est trop effacé. Elle lui demande de s'affirmer plus, elle essaye même de le coacher, parce qu'elle voudrait quand même qu'il rentre un peu dans l'image qu'on a d'un homme un peu qui s'impose et qui en impose. Parfois, de petites choses prenaient des proportions qui le dépassaient totalement. Par exemple, des reproches qui pouvaient être faits à Jonathan sur le fait que Alexia ne puisse pas dormir tranquillement dans l'après-midi parce que Jonathan pouvait faire trop de bruit. Et donc Jonathan devait s'adapter au temps de sieste d'Alexia, même si lui ne le souhaitait pas forcément. Petit à petit, il y a une érosion de cette relation que lui impute clairement au comportement d'Alexia. Il parle d'une relation assez raide. On a une femme qui va quand même être très autoritaire avec lui, qui peut être blessante, qui peut être dure. Elle savait le chemin qu'elle voulait mener. Elle voulait avoir un travail où elle était bien, elle voulait avoir une vraie famille où elle serait bien, où elle était aimée et avec des enfants. C'est tout ce qu'elle désirait. Alors si c'est ça, être autoritaire... Et je me rappelle qu'un soir, je les ai entendus se disputer dans la maison d'à côté et j'étais très étonné parce que c'est pas Alexia qui menait la dispute. C'était Jonathan qui était le meneur dans la dispute, qui était l'autorité dans la dispute. Et ça m'avait vraiment étonné. Parce que je l'imaginais pas comme ça. « 12 ans après notre rencontre, la mort nous a séparés. Son corps sans vie est dans ma voiture de fonction. Pendant 3 mois, je ne vais rien dire, y compris à ceux qui me considèrent comme leur fils. Je m'appelle Jean-Pierre Fouillot. J'ai vécu avec le meurtrier de ma fille 3 mois, sans le savoir.
fait mal au cœur, quoi, de savoir que je l'ai soutenu comme ça alors qu'il se foutait de nous, quoi. Nous, on est dans le vrai chagrin. Mais Jonathan, lui, c'est toute la comédie à ce moment-là. Il nous dit qu'il ne pourra pas vivre sans elle, que sa seule raison de vivre, c'est nous. Là, ce qu'il nous dit. Il aurait pu avoir un César du meilleur, de la meilleure mise en scène. Je m'appelle Jean-Pierre Fouillot. J'ai vécu avec le meurtrier de ma fille 3 mois, sans le savoir. On découvre le corps, c'est un véritable carnage. Elle a été massacrée, et puis surtout brûlée. Elle a été suppliciée, Alexia. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. Il était vautré littéralement sur le cercueil d'Alexia, en train de pleurer. Et là, je me dis, il y a un gros problème. C'est-à-dire que s'ils mettent les scellés, c'est que Jonathan ne reviendra pas. Il s'est jeté à mes genoux d'un coup en disant que c'était lui, qu'il était impardonnable. Je me souviens juste de ça. Cette histoire, elle commence le samedi, moi je travaillais pas. Et bon, on attend de voir un petit peu ce que ça donne. C'est une joggeuse, elle est adulte, elle est majeure, elle peut avoir disparu volontairement. Bon. Puis le lundi, on sent que ça peut être sérieux. Donc je pars de Nancy du bureau à 7h30. J'ai à peu près 2h30 de voiture pour aller à Gray. Il y a eu plusieurs cas de joggeuses qui sont parties, qu'on n'a pas retrouvées vivantes, qu'on a retrouvées mortes, violées, tuées. Donc voilà, là, il y a une addition de petites choses qui font dire que ça peut peut-être être une grosse affaire médiatiquement intéressant, parce que tout le monde, en tant que joggeuse, joggeur, peut s'identifier à Alexia Daval. Tous les parents de joggeuses peuvent s'identifier à ce que vivent Jean-Pierre Fouillot et la maman d'Alexia, Isabelle Fouillot. J'espère qu'on va arriver à trouver une piste quelque part et qu'elle est en vie pas loin d'ici. Je vous remercie tous du fond du cœur. Merci. Merci à tout le monde. On n'hésite pas à être curieux, à fouiller les dossiers. On prend le temps qu'il faut, c'est pas un souci. 2 battues se sont déroulées, une hier qui a rassemblé près de 200 personnes et une autre aujourd'hui qui a rassemblé de 400 à 500 personnes. La zone qui a été ratissée aujourd'hui, c'est la zone qui se trouve sur la rive gauche de la Saône, un secteur où la joggeuse avait l'habitude de courir avec son mari. On souhaite retrouver Alexia, mais ça fait déjà 2 jours ou 3 jours. On commence à avoir de sérieux doutes quand même. On craint le pire. On marche, on essaie de déplacer un peu 2 branches qui traînent, on regarde dans tous les fossés. Là, il y a des moments, on aperçoit une chose pas comme une autre. Là, il y a la barre qui arrive au ventre. Puis non, pour nous, rien ne se passe. J'étais avec un gendarme sur un chemin forestier avec des champs à droite et à gauche et des dizaines et des dizaines de civils, 1 mètre, tous les 1 mètre, parfaitement alignés, les gendarmes qui demandaient à ce que ça soit bien aligné, dans un silence absolu. Mais Jonathan Daval, à ce moment-là, on le voit pas, on l'entend pas, il ne s'investit pas et n'était pas hyper actif dans la recherche du corps de sa femme à ce moment-là. À partir du moment où on a su qu'ils envoyaient les chiens, j'ai dit bon là ils ont déclenché quelque chose et 1 demi-heure après, 1 heure après, l'hélicoptère tournait. Ça, vraiment, il y a eu quelque chose de mis en route d'exceptionnel. Et puis j'ai pris la décision de fermer le bar.
Là, je me suis dit, elle n'est pas rentrée, il se passe quelque chose. Il y a eu ce premier temps madré d'espérance, en fait. C'est ça qui est d'ailleurs le premier drame pour la famille de la victime. Ils ont cru, lors des premières heures qui ont suivi la disparition d'Alexia, qu'elle était en vie. Les recherches se poursuivent pour retrouver la femme disparue depuis samedi dernier, depuis qu'elle était partie courir. Gendarmes et bénévoles effectuent un ratissage méthodique de toutes les zones boisées autour de Grès et le long de la Saône. Jonathan, il est dans une attitude très prostrée. Il est très larmoyant, pleurnichant, très apitoyé sur lui-même. Il faut le couvrir, il est sous ses couvertures, complètement apathique. La seule chose, c'est qu'effectivement, ni lui ni sa famille n'ont cherché. Donc, avec le recul, lui, il cherchait pas. Il voulait pas envoyer les gens chercher, puisque de toute façon, il savait. On est convoqué à 19h, je crois, à la gendarmerie pour nous annoncer une évolution d'enquête. Et là, le procureur nous annonce qu'ils ont retrouvé un corps, en partie calciné, dans les bois des Moulins, mais ils ne peuvent pas, à ce moment-là, dire si c'est une fille ou un garçon. Ce sont les mots du procureur. On se rend compte que quand on découvre le corps, c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. C'est un véritable carnage. Elle a été massacrée, et puis surtout brûlée, avec toute la symbolique qui s'attache au fait que l'on veuille brûler un corps. Le corps brûlé découvert près de Grès, en Haute-Saône, est bien celui d'Alexia Daval. La jeune femme disparue depuis samedi dernier, depuis qu'elle était partie courir. L'autopsie qui sera pratiquée demain dira quand, où et comment elle est morte. Les recherches se poursuivent pour retrouver le meurtrier. On réagit pas. On continue à subir l'horreur depuis le départ, depuis sa disparition. C'est un échelon dans l'horreur. Et puis là, on arrive à ce qu'on croit être le maxi, et plus tard on s'apercevra qu'il y a encore bien des choses encore plus horribles. La jeune joggeuse Alexia Daval, retrouvée morte lundi dernier, a subi des violences. Elle a probablement été asphyxiée. La procureure de Besançon a livré aujourd'hui les conclusions de l'autopsie menée sur le corps, découvert calciné dans un bois. Son décès est probablement lié à une asphyxie, sans que l'on connaisse encore le mécanisme de cette asphyxie. Les résultats de l'autopsie, ils donnent deux enseignements principaux. C'est d'abord que le corps qu'on retrouve, il est quand même carbonisé, notamment les parties génitales, ce qui n'est pas neutre. Et puis ce qu'on sait aussi ensuite, c'est que ce corps, il n'a pas été que asphyxié, il a été roué de coups. Il y a des marques absolument partout, le visage a reçu des coups, le nez épaté, il y a des traces au cuir chevelu. En fait, elle a été suppliciée, Alexia. Moi, personnellement, je pensais que c'était un crime de rôdeur. Isabelle pensait que c'était un crime éventuellement par rapport à un client du bar, éventuellement qui n'était pas content. Ou moi, je pensais que c'était un crime de rôdeur. Je dis, on le retrouvera jamais, le gars, c'est pas possible. Le gars, il passe là, il passe à Grès, il fait ça, hop, on s'en va, il habite peut-être Marseille, c'est impossible, on le retrouvera jamais. À l'horreur et au choc s'ajoute maintenant l'inquiétude et la psychose. Moi je courais, je sais plus s'il faut parler au présent ou au passé. J'espère qu'on va vite trouver le ou les assassins et que plus jamais ça arrive, plus jamais que ce soit à Grès ailleurs, plus jamais.
Ça fait peur à tout le monde. Quand on a des enfants, des petits-enfants, c'est triste. Tant que les personnes ou la personne ne sera pas arrêtée, c'est vrai, ça laisse une psychose et un grand malheur dans notre ville. Et petit à petit, je vois quand même cette population qui ne comprend pas, tout le monde se connaît, si elle avait disparu, quelqu'un l'aurait vue. Enfin, il n'y a rien, personne, rien. Et là, on commence à se dire, ça s'est peut-être passé dans un huis clos. Moi, rapidement, je me souviens avoir dit à un collègue, et si elle n'était pas partie faire ce jogging ? Se regroupe et puis l'hypothèse que ça puisse être quelqu'un de la famille et pourquoi pas Jonathan commence à fleurir, mais totalement gratuitement, hein. On n'avait aucun élément pour étayer, mais voilà, finalement c'était une piste comme une autre. Je vais rue de Sonjour évidemment pour voir la maison où elle vivait et donc je sonne. Et là, j'ai Jonathan qui sort la tête de sa cuisine. Je lui dis très précautionneusement, voilà, je suis journaliste, on a appris le drame. Est-ce que vous voulez dire quelques mots ? Et puis il me répond, mais très courtoisement, même presque trop. Il me dit non, merci. Et puis impression très étrange, voilà, très très polie, voilà. J'insiste pas évidemment. Au moment où je repars de cette maison, je suis quand même très interloquée par cette réaction. Il y a quelque chose qui est très bizarre. Et bon, on apprend qu'en fait, la veille du crime, il se passe une soirée d'une banalité confondante, j'allais dire. C'est une soirée vraiment sans aspérité. Vous savez, une soirée raclette, c'est la soirée la plus simple du monde, comme chez tout le monde, sauf qu'on était en famille un petit peu plus nombreux que d'habitude. On arrive effectivement de Paris pour plusieurs jours de vacances, 5-6 jours de vacances. C'est les vacances de la Toussaint, donc on va profiter de la campagne et de papy-mamie pour mon fils. Tout s'est très bien passé. Moi, je suis arrivé, tout était installé. Alexia avait préparé tout ce qu'il fallait, du fait qu'on était au travail avec Isabelle. Elle a fait les 2 desserts que Jean-Pierre et moi adorons. Un dessert d'enfance que ma maman me faisait, que j'adorais ça, et c'est la dernière fois que j'en ai mangé. Je pense que je n'en remangerai pas. Elle m'a aidé à mettre la table. Voilà, on a profité de James, de Stéphanie, de Grégory. On a bu une bouteille de champagne, chacun a bu ce qu'il voulait. On s'est mis à table. Bon, il y a eu le petit retard de Jonathan. Le retard, il était dû à quoi ? Personne s'en est soucié à ce moment-là, hein. À part le petite réflexion d'Alexia à Jonathan quand il arrive très en retard, c'est tout ce qu'il y a eu. Et puis c'était franchement rien. Voilà. Et le reste de la soirée, Alexia était très, très agréable avec Jonathan. Jonathan aussi. Ils n'avaient pas l'air distants l'un et l'autre. Et on se dit au revoir à la fin du repas en se disant à demain, on ira faire les magasins toutes les 3 entre filles et c'est tout. Vraiment le plus simplement du monde, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on fait comme d'habitude. Mais on l'a jamais revu. C'est la dernière fois que je l'embrassais. Alors que le lendemain, on comptait aller se promener ensemble. Ce qui est quand même perturbant dans ce dossier, c'est que quelqu'un qui joue un jeu, qui se travestit, qui fait l'acteur,
pendant 3 mois. C'est terrible, quoi. Pendant 3 mois, ce garçon-là, qu'on pensait quand même finalement assez simple, pas capable de monter un stratagème pareil, surtout pas capable de faire quelque chose pareil, finalement, si, en fait. Et là, on se rend compte que le déguisement, il était assez incroyable parce que personne n'avait rien vu. Et c'est quelque chose quand même que moi, j'avais jamais vu en 20 ans de faits divers. Jamais. Jamais. Avec d'autres membres de la famille, on se posait des questions sur Jonathan. On se disait, mais c'est quand même bizarre que Jonathan ne sache absolument rien. Mais j'avais ce blocage de me dire, Jonathan, il peut pas être coupable. Voilà. Parce qu'en apparence, il nous a toujours montré petit garçon introverti, plutôt soumis. Voilà. On ne le voyait pas du tout dans ce registre-là. On est au plus près possible de lui, on le soutient le plus possible, on pleure avec lui, on est avec lui à 500% à ce moment-là. On le soutient physiquement, moralement on se soutient aussi. À un moment donné, on s'est arrêté pour regarder cette foule. Dont on n'en revenait pas. Mais tout ça, il l'a fait avec moi, avec Isabelle. On avait décidé de faire un petit discours chacun, de parler d'Alexia. Sur le coup, j'ai cru qu'il n'allait pas y arriver, et puis tout... On s'est rendu compte qu'au total, il pouvait y arriver. Mon épouse et moi partageons la même soif de liberté à travers nos activités sportives. Alexia aimait nager et courir, passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène, la force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges physiques. Nous savions puiser Il ne maîtrise rien. nos échanges, l'énergie. On le voit de toute façon. Dans les différentes interventions, il est plutôt en retrait. On voit la posture des uns et des autres. Jonathan, il est là parce qu'il doit être là. C'est tout. La force de notre couple nous faisait nous dépasser dans nos sorties et dans notre vie commune. Cette plénitude me manquera terriblement. C'est pas son idée, mais on lui demande de faire, il y va. Est-ce qu'il avait beaucoup d'autres choix? Il a été pris comme dans un engrenage. S'il ne participait pas à certaines choses qui avaient été organisées, non pas de son initiative, à ce moment-là, c'était directement le suspect. Il est venu quand même tout choisir avec nous, Jonathan. Choisir le cercueil, choisir l'intérieur du cercueil, parce qu'Alexia aimait le parme. Je lui demandais son avis. Je lui demandais l'avis pour la tombe. Il a demandé à Jean-Pierre qu'on amène le chat Happy sur le cercueil pour qu'elle soit sereine et qu'elle fasse son deuil. Nous, on ne comprenait pas, mais on l'a fait. Il est venu me demander aussi, à moi, si ça gênait qu'il mette son costume de mariée. Il me dit, c'est pour Alexia, je vais remettre la veste. Ben, j'ai dit, ça te fait plaisir, tu remets la veste. Moi, j'y vois aucun inconvénient. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été choqués par rapport à ça. Mais moi, je m'en suis pas rendu compte, moi. Il était revenu me voir en me disant, tout triste, en me disant, mais et toi, qu'est-ce que tu as pensé de ma veste? Je dis, écoute, Jonathan, ta veste, elle est bariolée, c'est normal qu'on te l'étique. Voilà. Après, il y a encore une chose qui m'a choqué à l'enterrement. C'est avant de passer à la cérémonie à l'église, on était au funérarium
Et donc il y a le cercueil qui était fermé en plus, parce que étant donné qu'elle avait été brûlée, la décision avait été prise de ne pas montrer le corps. Jamais je n'ai vu un comportement comme le sien vis-à-vis d'une personne décédée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il était indécent. Il était vautré littéralement sur le cercueil d'Alexia, en train de pleurer. Je me suis retenu, mais vraiment, je me suis retenu de ne pas aller l'attraper par le col pour le redresser. Parce que j'étais très mal à l'aise vis-à-vis de ce qu'il faisait. Tout le monde a une seule question en tête. Qui a bien pu assassiner la jeune femme alors qu'elle faisait son jogging? Pour l'instant, les enquêteurs n'ont donné aucune indication, aucun portrait robot. L'enquête se poursuit toujours pour retrouver le ou les meurtriers. Est-ce qu'à ce moment-là, il se disait, bon, ça a l'air d'être passé, ça fait tant de semaines que ça a l'air d'être bon, allez, je continue ma petite vie, et puis comme si rien n'était. Est-ce qu'à ce moment-là, il croit même qu'il l'a pas tué, c'est un accident qui est arrivé comme ça, et puis point terminé. Il est dans son monde à lui. Il n'est pas comme le fils qu'on a d'habitude, il est triste, il est pas bien. Il y a quelque chose qui travaille dans sa tête, mais je pouvais pas savoir. J'arrivais pas à savoir quoi, puis il voulait pas en parler. J'avais l'impression qu'il vivait dans le déni. Moi, je savais pas ce qu'il avait fait, mais pour lui, je pense qu'il vivait dans le déni. J'ai essayé beau de lui parler, mais non, on est resté bloqué. Jonathan, c'est quelqu'un qu'il faut pas forcer. Si on le force, c'est fini. Donc, je cajolais, quoi. Je pouvais pas deviner. J'essayais de lui remonter le moral, tout, mais bon. Puis si je parlais d'Alexia, bon, je me mettais à pleurer, puis lui aussi, puis il me disait non, maman, arrête. Alors pour moi, on arrêtait. Tous les soirs, il m'envoyait des messages. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que... Bon, il y en a un, il m'a appelé maman. Je faisais tout pour qu'il soit bien. Il passait les soirées avec nous, il était allongé sur le canapé, il était chez lui. C'était le garçon de la famille, il s'était placé comme notre enfant, là au milieu, quoi. Alors que c'était lui le meurtrier, et ça, on n'a rien vu. Je faisais tout ce qu'il aimait, tous les plats qu'il aimait bien, qu'il rapportait chez lui. Je voulais qu'il se sente bien, je voulais... Il a même été à porter des soupçons sur de ses amis proches. Ah oui, il nous l'a dit, à nous. Ah oui, mais lui, celui-ci, je m'en méfie parce que quand même... On le rencontre une fois qu'on a retrouvé le corps d'Alexia. Et pour nous, on a une personne qui vient de perdre sa femme dans des conditions abominables. Vu sa personnalité, sa façon d'être, c'est un a priori, c'est un préjugé, mais on ne conçoit pas un seul instant qu'il puisse être impliqué dans le décès d'Alexia. Ça nous paraît impossible. À ce moment-là, personne ne se doute de rien. Et on est à 100 lieues de penser que la gendarmerie est sur le point d'intervenir. Je m'appelle Randall Schroederfer, je suis l'un des avocats de Jonathan Daval. Je l'ai assisté pendant sa garde à vue qui s'est finie d'une façon qu'on ne pouvait pas imaginer.
طاح في قلتها على قلبي طاح في قلتها مات 20 باك 20 من حب النساء علاش مع الرشام عرباشة وخيلهم سبعة لا كنت رامي في الرمى لا كنت رامي في الرمى صال الطلبة والرمى وسالفوا هدايا عود الهدادة هدايا عود الهدادة خليك رشك عقرة تعنيقة ونعنقة كلام اللي ما ديري كلام اللي ما ديري قولتيني في الصباح ورديتيني في عشية قولتيني في الصباح ورجعتيني بالعشية درتي صحاب القايد والمخاسية درتي صحاب القايد والمخاسية بتسارع عليك جبال انا شفتك الشادرنية صوت خميس الرميلة صوت خميس الرميلة اجا عمي كيب الرجال انطلقوا ولد خويا جا عمي كيب الرجال انطلقوا ولد خويا ما سرقت حواله ما بان وبيعيد فينا عاونيني بالخطيه وبيعيد فينا عاونيني بالخطيه وقلت لامك باقا لي انت يا خطوتي
فرحتني عاطية هي مخال البنات مازال ما صاموا فرحتني عاطية هي مخال البنات مازال ما صاموا ضرب يا الرامي وحد ريدك لا تخسر له شام وشفت الزين وزرق دموعي حتى العقام عينين امك شرحوني عينين اختك طيحوني بالنار عينين امك جرحوني عينين اختك طيحوني بالنار وين بيدك شعليه ويلا بيدك شعلية ورميني في النار حتى الحمار وانا وصيت على المزوق هو جابني ماريكان وماريكان حرموه الطلبان ما يدوشي في الغيوان وفاطمة يا الحمدية وادي تعقيلي ما غنية وفاطمة يا الحمدية ديري السلوم وطلعي تشوفي نار تبدا شعلة بالشوم قلتي حمالة خضرا وجيلها الخليلة أغرام وقلتي حمالة علواج وجيلها الخليلة نغطاش ندير السبان واللي عطار نجيب حمالة تالبة بالدار لا لا Au départ, la garde à vue se passe très bien. On n'a aucune idée de ce que les gendarmes peuvent avoir à l'encontre de Jonathan Daval, et on pense d'ailleurs, à ce moment-là, qu'ils n'ont rien. On va comprendre assez rapidement qu'en réalité, les gendarmes ont un certain nombre de preuves, et là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est pas possible. Il va pas s'en sortir comme ça, il va falloir qu'il s'explique, et il n'a aucune explication à donner. Je m'appelle Randall Schroederfer, je suis l'un des avocats de Jonathan Daval. Je l'ai assisté pendant sa garde à vue qui s'est finie d'une façon qu'on ne pouvait pas imaginer. On découvre le corps, c'est un véritable carnage. Elle a été massacrée et puis surtout brûlée. Elle a été suppliciée, Alexia. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. Il était vautré littéralement sur le cercueil d'Alexia, en train de pleurer. Et là, je me dis, il y a un gros problème. C'est-à-dire que s'ils mettent les scellés, c'est que Jonathan ne reviendra pas. Il s'est jeté à mes genoux d'un coup en disant que c'était lui, qu'il était impardonnable. Je me souviens juste de ça. Je vois 2 gendarmes débarquer à la maison. Ils me font, vous savez pourquoi on est là? Je dis non. Et ils viennent m'annoncer qu'ils ont mis Jonathan en garde à vue. Mais là, je tombe des nues. Heureusement que j'étais assise sur le canapé, parce que je leur dis, c'est impossible. Je leur dis, vous vous trompez, mais c'est pas Jonathan, c'est pas possible que ce soit lui. Son arrestation, je l'apprends, c'est 2 gendarmes, dont un colonel, qui viennent au bar pour me dire Monsieur Fouillot, il faut que vous alliez enlever votre véhicule de chez Jonathan, on le met en garde à vue.
Je dis, mais ça peut pas être lui, c'est pas possible. La garde à vue, elle intervient un lundi matin. À un moment, je me rends compte que mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Et je prends le portable et je dois être à une centaine de messages. En fait, j'ai même pas besoin de les lire. Je sais tout de suite que Jonathan est en garde à vue. Et donc, bien sûr, je contacte immédiatement la gendarmerie pour leur dire j'arrive. Je vais directement chez Jonathan. Il y a un truc qui m'interpelle tout de suite, c'est les scellés. C'est-à-dire que quand j'arrive, je vois les gendarmes mettre les scotch. Et là, je me dis, il y a un gros problème. C'est-à-dire que s'ils mettent les scotch, c'est que Jonathan ne reviendra pas. Parce que sinon, on ne met pas les scotch. Je fais l'entretien avec Jonathan dans la cave de la maison, dans la petite salle de sport de la maison. C'est un peu particulier, on n'est que tous les deux. Jonathan, lui, doit rester debout à côté du vélo d'appartement. Enfin, c'est une scène assez étrange, dans une drôle d'atmosphère, parce qu'il y a les gendarmes partout, qui sont pas avec nous, mais qu'on entend marcher, parler. Voilà, Jonathan reste effacé, il me dit j'ai rien fait, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On ne peut pas voir Jonathan quand il est en garde à vue, il est dans sa maison, avec plein de gendarmes partout. C'était... Vous seriez cru dans un film d'horreur, parce que c'est pas possible. C'était très dur, hein, ça, pour moi, ça m'a choqué, je ne pourrais pas vous définir, mais j'étais plus là, j'étais complètement perdue. Il nie totalement les faits, il les a toujours niés et il a toujours la même position et il gardera cette position-là. C'est une bonne chose, Jonathan va pouvoir s'exprimer parce que les rumeurs persistent depuis longtemps. La famille d'Alexia soutient Jonathan, je tiens à vous le dire. Je vous rappelle aussi qu'il est présumé innocent et qu'avec mon associé, nous allons tout faire pour que Jonathan sorte de ses 48 heures de garde à vue libre et lavé de tout soupçon. Il avait pris part à une marche blanche en hommage à Alexia Daval après sa mort. Chacun avait eu un mot pour lui. Le mari de la jeune femme disparue fin octobre près de Grès en Haute-Saône. Jonathan Daval est désormais le principal suspect. Il a été arrêté ce matin à Grès-la-Ville, perquisition à son propre domicile. Il nie être lié au meurtre. Dans les locaux de la section de recherche qui se trouve en sous-sol, au fort de justice militaire. C'est très bunkérisé, il n'y a pas de fenêtre, on ne voit pas l'extérieur. C'est une toute petite pièce. Il y a une table, c'est très rudimentaire. Et on est finalement dans la même composition, c'est-à-dire il y a Jonathan, je suis un petit peu en retrait derrière lui. Et puis en face, on a les enquêteurs, un homme et une femme. Au départ, on ne connaît pas l'importance des investigations qui ont été effectuées par les services de gendarmerie. On va se rendre compte qu'il y a eu un travail colossal qui a été fait autour de Jonathan Daval, que rien n'a été laissé de côté, que ce soit dans les témoignages, les investigations techniques. Il voulait arriver devant Jonathan Daval en disant bon alors ça, monsieur Daval, qu'est-ce que vous voulez dire? Ah non, bah oui, mais alors il y a ça aussi. Ah bah et puis il y a ça. Donc voilà, ils ont monté un millefeuille de preuves, un dossier sérieux avec des moyens considérables parce qu'ils voulaient aller au bout et a priori ils sont allés au bout. Dans cette enquête qui, du point de vue grand public, on a l'impression qu'il ne se passait rien, mais c'est justement quand le grand public a l'impression qu'il ne se passe rien qu'il se passe le plus de choses. Nous, on savait qu'ils avaient quand même des suspicions sur lui, même si on n'en a rien dit. Parce que Jonathan, il a un comportement étrange dès qu'il va signaler la disparition. Le premier jour de sa disparition, il revient de la gendarmerie au bras de sa mère, sous une couverture, en larmes, lessivé.
littéralement lessivé. Et je me rappelle très bien, j'ai gardé cette image en tête, le moment où il passe la porte du salon, et je suis à 4 mètres de lui, et j'entends parler d'une histoire de morsure au bras. C'est bizarre, une morsure au bras. Et moi, avec le recul, je regrette de ne pas être allé lui poser des questions, ne serait-ce que tranquillement. Dire, tiens, qu'est-ce que tu as au bras? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et j'ai rien fait. Chacune de ces sorties publiques est scrutée, examinée, analysée, sous le prisme de l'œil du coupable. Les comportements sont étudiés par le biais de comportementalistes, de physionomistes. On a très rarement vu ça quand même dans une affaire. Et Jonathan est complètement épié, ça c'est une évidence. Le moindre geste, son attitude vis-à-vis de la famille, et je pense qu'il le sent. Il est quasiment immédiatement placé sous écoute téléphonique. Il y a une première perquisition qui se fait très très vite, et il est placé dans la foulée sous écoute téléphonique. On sent qu'il joue lors de ses communications téléphoniques et qu'il les orchestre en fonction de l'interlocuteur qu'il a en face de lui. On voit bien qu'il y a un changement de ton entre la conversation banale avec un tiers et la conversation qu'il entretient avec la famille, où tout de suite il utilise un ton doucereux, peiné. Là, ce contraste est en soi surprenant. Mais ça suffit pas pour mettre quelqu'un en garde à vue, le placer face à ses contradictions. Il faut en trouver des contradictions. Donc ils vont accumuler des éléments techniques. Il y a un truc implacable, c'est qu'en fait, Jonathan Daval, il explique qu'ils sont rentrés à 23h30, qu'ils se sont couchés, qu'ils n'ont pas bougé de la nuit et qu'à 7h15, ils se sont réveillés tous les deux comme si de rien n'était. Et là, il y a un voisin immédiat qui va dire que cette nuit-là, il a entendu vers 1h30 du matin, 1h26 pour être tout à fait précis, un bruit de plaques métalliques. Donc il ne dormait pas, ou en tout cas ça l'a réveillé, il est allé voir à la fenêtre et il a vu en fait que la voiture qui était stationnée devant le garage de la maison des Daval était en train de rentrer dans ce garage. Donc à 1h26, la voiture a bougé. Jonathan, lui, dit qu'il n'a pas bougé de la nuit. Donc ça, c'est un premier élément qui va les mettre sur la piste. Le deuxième élément qui va être un élément incontournable en termes de preuve, c'est le tracker du véhicule professionnel de Jonathan. Et ce véhicule est géolocalisé à 15 mètres du corps d'Alexia. Autre élément encore concernant la voiture, ils vont retrouver près de l'endroit où le corps a été découvert, sur un chemin forestier, une empreinte dans la boue de pneus. Et il se trouve que cette empreinte comporte un défaut. Et ils vont retrouver exactement le même défaut sur l'un des deux pneus avant de ce fameux utilitaire professionnel utilisé par Jonathan Daval. C'est une catastrophe, c'est pas possible. Il va pas s'en sortir comme ça, il va falloir qu'il s'explique et il n'a aucune explication à donner. Il dit des choses, mais en fait il dit qu'il comprend pas. Alors qu'on comprend tous. On sait tous à ce moment-là. Moi, dès que je sors de cette dernière audition du premier jour, je sais que c'est terminé. Je sais que c'est terminé, je sais que c'est Jonathan, je sais qu'il n'échappera pas à sa responsabilité. Et je sais qu'il va falloir qu'on sorte très très vite de cette position-là. Mais je sais que ça va être très violent. Et puis, les enquêteurs nous permettent une chose, parce que je pense aussi qu'ils comprennent que si on ne déroge pas un petit peu au système traditionnel, on n'y arrivera pas.
Et donc ils nous permettent un entretien avec Jonathan Daval. On lui a demandé de dire la vérité, tout simplement. Jonathan Daval, c'est pas quelqu'un qu'on brusque. Quand je l'appelle le garçon, un peu comme un adolescent, si vous le brusquez, vous le fermez. Et puis, on le laisse. On le laisse seul. On prend quelques minutes de réflexion, puis il se lève et on reprend l'audition. Et là, on n'est plus du tout face au même garçon. On le sent beaucoup plus fragile et il va reconnaître. Il reconnaît. Il dit c'est moi qui ai commis les faits. Et puis il dit tout. Vous avez pu vous entretenir avec vos avocats. Que voulez-vous nous dire? Je n'ai pas voulu ce qui est arrivé. Ce n'était pas volontaire. Que s'est-il passé? Elle a fait une crise extrêmement violente. J'ai voulu faire comme d'habitude, la serrer dans mes bras, pour qu'elle ne me frappe pas. Et là, c'était vraiment fort. Je l'ai maintenue. Je pouvais pas. Que s'est-il passé? Je l'ai étouffée. Et ensuite, vous avez fait quoi? Le matin, j'ai déplacé le corps. Et je ne savais pas où j'allais exactement. J'ai pris le premier bois qui venait. Dès que j'ai vu les deux branchages comme ça, je l'ai mise entre les deux branchages. Je voulais pas y croire. Je pense que je ne voulais pas y croire. C'est trop horrible peut-être. C'est long de faire un cheminement et de dire que c'est peut-être lui. La première chose qu'on fait, on culpabilise d'avoir soutenu Jonathan pendant ces 3 mois-là. Je dis mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est lui. C'est un gamin qu'on a aimé. On se rend compte que pour lui tout est foutu aussi. Ça fait mal aussi, on a beau dire. C'était l'effondrement. Ah, complet, tous. C'était un truc affreux. Pour moi, c'était pas possible. Jonathan ne pouvait pas avoir fait un acte comme ça. C'était pas possible. Jonathan a tenu à s'exprimer, à dire ce qui s'était réellement passé. Comment explique-t-il son geste? Il l'explique parce qu'ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions, qu'Alexia avait une personnalité écrasante, qu'il se sentait complètement écrasé, rabaissé, et qu'à un moment, il y a eu des mots de trop, une crise de trop, qu'il n'a pas su gérer, et ça a débordé. Voilà, c'est lui qui a porté. J'arrivais déjà pas à croire que c'est Jonathan. Et puis là, je vois un avocat qui est en train de salir ma fille. Là, ça faisait deux choses en même temps, mais je me dis, mais on est où là? Alexia, en période de crise, pouvait avoir des accès de violence extrêmement importants à l'encontre de son compagnon. Je me dis, mais je perds la tête là ou quoi? Voilà qu'Alexia mérite ce qu'elle a subi. Ces 15 coups de poing dans la figure qu'elle a eu, de mériter d'avoir été étranglée, elle a eu des ongles retournés. Les crises d'hystérie, il n'y a que Jonathan qui en parle. Elles n'existent pas. Personne ne les a jamais vues. Elle peut être particulièrement agressive et être hors d'elle, au point qu'il n'arrive pas à la maîtriser, à lui faire entendre à la moindre chose. Et donc c'est vrai que ces crises-là peuvent même parfois l'amener jusqu'à contenir physiquement Alexia.
Dans la crise, il décrit 2 phases. Il y a une phase où elle est très agressive envers lui, elle le frappe, il raconte qu'il est roué de coups, quasiment, c'est un homme battu. Et puis, il dit qu'ensuite, elle tombe dans le coltard, qu'elle est comme ivre, qu'elle parle bizarrement, et puis qu'elle tombe, littéralement, puisqu'il raconte qu'il la dépose sur le lit ou sur le canapé plein de fois chez eux. Et puis après, elle oublie tout. Jonathan lui a rapporté qu'elle faisait des crises. C'est lui qui appelle ça comme ça. Et elle me dit qu'elle est inquiète parce que elle qualifie ça de blackout. Elle me dit, écoute, j'ai des phases de temps, je ne me rappelle absolument de rien. C'est Jonathan qui lui raconte exclusivement ce qui se passe dans ces moments-là. On suppose que ma maman a téléphoné à ma sœur lors d'un de ces blackouts. Et c'était bien avant le drame, ça. Je l'avais appelée un soir et j'ai trouvé qu'elle était bizarre. Le soir, elle avait une voix comme si elle avait un peu picolé, quoi. Je reconnaissais pas Alexia. J'avais pas pu discuter avec elle. Je lui ai donc dit, surtout, tu bouges pas de chez toi. On verra ça ultérieurement. Je te rappellerai demain. Et le lendemain, je l'ai appelée, elle se souvenait de rien. L'histoire des crises que lui mentionne, on se demande si c'est pas lui qui en est l'auteur. Il y a encore beaucoup de questions. On s'est rendu compte qu'il y avait des médicaments, qu'elle prenait des médicaments pour le moins surprenants, certains étant périmés depuis des mois, pour ne pas dire des années. La famille d'Alexia, ils ont des doutes sur une possible intoxication d'Alexia à son insu pendant de longs mois précédant sa mort par Jonathan. On retrouve dans son corps 3 molécules, des somnifères, un relaxant qui a été interdit de commercialisation en Europe depuis 2013 tellement il avait des effets secondaires, et du tramadol qui est un antalgique hyper puissant à base d'opiacés qu'on ne délivre que sur ordonnance. Cette présence de médicaments pose clairement des questions. Et on ne sait pas si on en aura des réponses. Mais par contre, on est certain que ce n'est pas Alexia qui s'est infligé ça volontairement. Elle savait très bien que les médicaments, c'est dangereux. Elle n'aurait jamais pris des médicaments contre-indiqués sans l'avis de quelqu'un. Sachant qu'elle voulait un enfant, elle le voulait, cet enfant. Ça, elle l'a subi. On l'a pas inventé. Pourquoi ? Pour la garder sous contrôle, pour la garder à la maison, pour lui faire du mal. Le matin même de son dernier jour de vie, le vendredi 27 octobre, elle se sent mal, elle le dit, elle dit même « j'ai peur ». Elle écrit 2 fois « j'ai peur ». Comment ça va ? Je me suis recouchée, mais cheveux pas coiffés. J'ai peur. Dans son bol gastrique, on va retrouver l'absorption de ce décontractant musculaire absorbé 12 à 24 heures avant sa mort. Donc sans doute que ce matin-là, elle était sous l'influence d'un médicament. Il y a eu des investigations qui ont été faites sur les médicaments qu'on a retrouvés chez elle. Ça n'a rien donné de particulier. Très clairement, il a été soumis l'hypothèse au juge d'instruction qu'il était possible que ce soit un assassinat, c'est-à-dire un empoisonnement à petit feu en vue de donner la mort d'Alexia. C'est une piste qui a été juridiquement et judiciairement écartée. Jonathan Daval donc, a avoué, il part en prison, les masques sont tombés, c'est la sidération. Et il va falloir attendre quelques mois pour avoir encore un énorme coup de théâtre dans ce fait divers. Il va y avoir un face-à-face exceptionnel en termes d'intensité, en termes d'électricité entre Jonathan et la maman d'Alexia. C'est vrai qu'on va être impacté par cette confrontation parce que c'est totalement exceptionnel ce qui va se passer dans le bureau du juge d'instruction.
je m'appelle Isabelle Fouillot, j'ai perdu ma fille et je vais maintenant découvrir qui est Jonathan. Alors voilà l'affaire criminelle qui a bouleversé, choqué tous les Français. La semaine dernière, l'affaire Daval ou l'affaire Alexia Daval. C'est une affaire criminelle française concernant le meurtre d'Alexia Fouillot, épouse Daval, dont le corps partiellement calciné et brûlé a été trouvé dans une forêt dans les environs de chez elle, en Haute-Saône, le 30 juillet 2017, il y a bien 3 ans. Jonathan, l'assassin, m'a vraiment marqué. Il est unique, grand comédien et menteur. Allez, dernier reportage. Et merci à BFM TV. Oh man.
Non, nej. Un jour, on nous apprend que Jonathan est revenu sur ses déclarations et qui nous accuse que c'est nous les meurtriers. On s'est regardé, moi j'avais envie de sourire, je me suis dit mais c'est une blague là. Puis on nous dit non, vous êtes accusé de meurtre. On est convoqué par le juge à Besançon. On n'était pas loin, on était une chaise qui nous séparait. Je lui ai dit, mais arrête d'être dans ton déni, on ne peut pas rester dans ces mensonges. Avance ce que je lui ai dit. Je m'appelle Isabelle Fouillot, j'ai perdu ma fille et je vais maintenant découvrir qui est Jonathan. On découvre le corps, c'est un véritable carnage. Elle a été massacrée et puis surtout brûlée. Elle a été suppliciée, Alexia. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. Il était vautré littéralement sur le cercueil d'Alexia, en train de pleurer. Et là, je me dis, il y a un gros problème. C'est-à-dire que s'ils mettent les scellés, c'est que Jonathan ne reviendra pas. Il s'est jeté à mes genoux d'un coup en disant que c'était lui, qu'il était impardonnable. Je me souviens juste de ça. Fin janvier, début février, donc Jonathan Daval a avoué en garde à vue. Il part en prison, les masques sont tombés. Cette maison de la rue de Sonjour est donc plongée dans le calme. Il y a des scellés qui sont mis partout. Je n'entends plus parler de cette affaire autrement qu'à la télévision, dans les médias, pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Je n'ai plus aucune nouvelle. Pour nous, journalistes, l'affaire, elle est pliée. Il a avoué, l'instruction suit son cours. Bon, on a quand même des contacts réguliers avec les avocats. Et puis, quelques propos sibyllins nous font comprendre que c'est peut-être pas fini. Et puis là, patatras quand même. 27 juin 2018, il est entendu par le juge d'instruction et on apprend qu'en réalité, il a complètement changé de version. Lui, il n'y est pour rien. C'est un spectaculaire revirement dans l'enquête sur le meurtre d'Alexia Daval. Jonathan Daval nie avoir étranglé sa femme dans la nuit du 27 au 28 octobre dernier. Il parle maintenant d'un complot familial. Il accuse son beau-frère d'en être le meurtrier. Il affirme que c'est lui qui l'a étranglé. On nous tue notre enfant, on apprend que c'est notre gendre, et puis maintenant on apprend que c'est nous les meurtriers. Comment vous dire, comment encaisser tout ça? Il dit que ce samedi soir, le repas s'est pas très bien passé, qu'une dispute a commencé à éclater entre Alexia et lui. Et que Stéphanie s'en est mêlée, qu'elle s'est fritée avec sa sœur. Et après, c'est moi qui m'en suis mêlé et j'ai fini par l'étrangler. C'est ça qu'il raconte. Nous, on n'y a pas cru, on a cru que c'était une plaisanterie. Nous, on s'est regardé, moi, j'avais envie de sourire. Je me suis dit, mais c'est une blague, là. Et puis, après, ça tourne en boucle, avec ma tête, mon nom, associé au meurtrier d'Alexia. On vous présente vraiment comme étant les coupables. On dit qu'on a les clés de la vérité et que vous allez être bientôt sur le banc des accusés devant une cour pénale. Et après, c'est tous les regards, c'est tous c'est votre vie qui en est complètement bouleversée. On apprend que Jonathan change de version. C'est Metz Patafora, en fait, qui nous prévient. Je
suis en train de faire le point sur le dossier avec ma juriste au cabinet, avec Madame Guéden. Et Ornella revient de la maison d'arrêt de Dijon où elle nous dit, voilà, il y a une évolution dans le dossier à laquelle on ne s'attendait pas du tout, et elle nous fait part de l'existence de cette nouvelle version. Et là, on reprend tout le dossier. Et effectivement, on se rend compte que ce que dit Jonathan, en l'absence de vérifications qui n'ont pas été faites, est cohérent. Le juge d'instruction est surpris, il est étonné par cette version, et il va ordonner tous les actes d'investigation pour vérifier ce que dit Jonathan. Grégory me parle, il me dit sa souffrance régulièrement au téléphone. Nous décidons de solliciter de la part du magistrat instructeur une confrontation. Je me dis, il faut qu'il en fasse de lui. Il faut que ces accusations, dans le blanc des yeux, face à face, à 1 mètre l'un de l'autre, il les réitère. Il y a une vraie dramaturgie en fait dans cette affaire. Et là on se dit là c'est un nouvel acte. C'est comme si voilà, il y a un entracte, on reprend et là on se dit bon, après ce coup de théâtre incroyable du complot familial, on se dit mais jusqu'où il va aller, est-ce qu'il va maintenir? Et là on sait qu'en fait psychologiquement il peut craquer parce qu'il y a quand même ce lien qu'il a avec la famille qui est très fort. Je savais que c'était hyper important. Après, moi, je savais que je ne pouvais pas me mesurer à Stéphanie et Grégory. Allez, le courage. Allez. Qui cherchaient la faille dans son récit. Et que moi, je faisais avec ce que je suis, avec mon émotion, avec l'amour que j'ai eu pour lui. Et j'avais que ça en main. Notre avocat finit par nous emmener dans le bureau du juge. Puis après, on va passer par 2 groupes. On nous expose bien comment on va procéder, que de telle heure à telle heure, on commence par Grégory et que de 10h à midi, c'est Stéphanie. On est sur un dossier d'émotion. Hein. Et première confrontation, il me semble que c'est Grégory Gay. C'est très froid, c'est clinique, c'est glacial. Il est toujours effacé, toujours sans émotion. Je me rappelle que je l'interpelle à un moment donné et je lui dis mais Jonathan là, il se retourne vers moi, il me regarde dans les yeux. Je dis là, c'est une des dernières chances que tu as de dire la vérité. Tu maintiens ta version, tu continues à dire que c'est moi qui ai tué Alexia. Et il fait oui froidement, puis il se retourne, puis il ne parle plus. Daval reste sur la même position. C'est toi, tu sais très bien que c'est toi qui est à l'origine de la mort de ta belle-sœur. Donc on ne bouge pas, mais c'est encore plus tendu. Arrive la sœur d'Alexia, c'est pareil, rien, mais vraiment... On se quitte, il est à peu près 13h, et là toute la famille se retrouve. On va manger vite fait dans un café plus loin, où la défense mange aussi, où tout le monde est là. Je sentais Isabelle extrêmement concentrée, très motivée. Elle sentait qu'elle avait quelque chose à faire valoir, qu'elle était en quelque sorte la personne qui pouvait faire bouger Jonathan Daval. Il dit, je vais lui parler de son chat. Il est très attaché à ce chat, ça peut peut-être le toucher. Je me suis dit, allez, le chat, il est chez nous. Est-ce qu'il y pense au chat? Est-ce qu'il pense encore à Happy? Est-ce que le chat, ça peut pas lui éveiller des souvenirs heureux ou lui faire ressentir quelque chose? C'est pour ça que j'ai eu l'idée de la photo, mais je ne savais pas si j'avais le droit ou pas de la photo. Je l'ai emmenée avec moi et on m'a dit que je pouvais lui montrer. Puis on y retourne à 14h, c'est à moi de passer devant Jonathan. Ça m'a monté.
C'est des moments clés. Il n'y a pas de moments clés dans un procès pénal. Tous les moments sont des moments clés. Voilà. Madame Fouillot a juste ce supplément d'âme que les autres n'ont pas, c'est-à-dire que quand elle rentre, elle lui dit bonjour Jonathan. Je le regarde, parce qu'il était de côté et il ne me regardait pas. Donc je me mets bien devant lui et je lui dis bonjour Jonathan. Et là, il se retourne et il me dit bonjour. Ça va complètement déstabiliser Jonathan, ce bonjour. Je me tourne vers lui et je lui donne la photo en main et je lui demande s'il a vraiment aimé Alexia. Qu'est-ce qu'il ressent quand il voit cette photo et est-ce que le chat lui manque? Est-ce que on a dû parler du chat et puis je lui ai parlé qu'il fallait qu'on comprenne. Nous, on savait que c'était pas nous. Je lui ai dit, mais arrête d'être dans ton déni, on ne peut pas rester dans ces mensonges. Avance, que je lui ai dit. Jonathan pleure. C'est la première fois depuis tout le début de la journée que là, il craque. On sent que c'est plus du tout... voilà, il est très fragilisé, il est très déstabilisé. Il va s'effondrer. Il va me dire à l'oreille, est-ce que je peux lui dire? Comme s'il attendait mon approbation. Il n'avait rien à attendre de moi. S'il voulait le dire, c'était le moment. Je pense qu'il s'est jeté à mes genoux d'un coup en disant que c'était lui, puis qu'il était impardonnable. Je me souviens juste de ça. Voilà, c'était vraiment le moment. Il a dit oui, c'est bon. À un moment donné, il a lâché prise. Et il s'est jeté à mes genoux. Et bien là, non. Puis je l'ai relevé. Je l'ai pris dans mes bras pour le remercier d'avoir parlé. On vit une scène unique. J'ai jamais vu une chose pareille. Hein. Je sens que tout le monde est très affecté par la scène. C'est surréaliste ce qui se passe dans ce bureau. Mais on verrait une mère avec son fils prendre son fils dans les bras dans un mouvement douloureux. Ce serait la même image. Ce serait la même image. Mais cet homme a tué sa fille. À ce stade-là, en fait, c'est pas du tout plié. On n'a qu'un bout de vérité. Et finalement, il a dit peu de choses. Il manque énormément d'éléments sur les circonstances. On veut avoir le film complet. Là, on a eu que la bande-annonce. Pour compléter le puzzle, on organise une reconstitution. La juge d'instruction a cette intelligence de laisser la famille venir. C'est pas de gaieté de cœur que j'y vais, parce que c'est la maison dans laquelle j'ai grandi. Donc voilà, j'y vais parce qu'il faut faire bouger les choses et que peut-être qu'en nous voyant, il pourra parler davantage. Est-ce qu'il y a complicité? Est-ce qu'il y a préméditation? Qui a brûlé le corps? Et pourquoi de telles choses? Pourquoi de telles horreurs? Quand on ouvre la porte, on a l'impression qu'on était là hier et qu'Alexia elle est encore là. On voit ses chaussures, on voit son manteau, on voit... Tout est en état, en fin de compte, rien n'a bougé, tout est statique. Comme si la vie était encore là dans la maison, quoi. Sauf qu'Alexia n'est plus là. Lui, il arrive menotté, il arrive avec plein de gendarmes. Et ça commence dans le salon. Il est assis sur le canapé et il commence à raconter
qu'Alexia lui a demandé des relations sexuelles et puis qu'il a refusé. Et que bon, une dispute a commencé et puis qu'après, ils en sont venus aux mains, quoi. Il y avait une jeune femme, gendarme, qui avait été choisie parce qu'elle avait la même taille et la même corpulence que ma sœur. Elle devait jouer le rôle de ma sœur tant que ma sœur était vivante. Donc on voit Jonathan s'en prendre à elle, on voit ce qu'il fait, où, comment, les coups qu'il lui porte, il doit les rejouer, les mimer sur cette jeune femme. Et puis il y a le moment de l'étranglement, et là il doit le refaire. Et il a tenu 1 minute. Et la juge lui a dit non, ça n'a pas duré 1 minute, ça a duré au moins 4 minutes. Et il a fallu tenir 4 minutes. Et bien c'est long 4 minutes, quand on étrangle quelqu'un. Donc il aurait pu reprendre ses esprits. La volonté de tuer était là. Une fois l'acte réalisé, Jonathan prend Alexia par les pieds. Il la tire dans les escaliers par les pieds. Il la monte par les pieds dans la voiture comme un vulgaire, comme je dis, sac à patates. Comment qu'on peut faire ça à quelqu'un qu'on a aimé, s'il y avait de l'amour? Après cette première étape, Jonathan Daval sera conduit à 5 km d'ici, à la forêt des Moulins, pour la deuxième étape de cette reconstitution, parce qu'il y a une deuxième interrogation. Dans cette forêt, Jonathan Daval a déposé le corps de sa femme et ce corps a été retrouvé 2 jours plus tard, en partie brûlé, un point que Jonathan Daval a toujours nié jusqu'ici. Quand on arrive dans le bois, l'ambiance n'est plus du tout la même. Parce que là, on arrive sur le lieu de découverte du corps. D'abord, c'est très très sécurisé. Il y a des gendarmes partout, des drones partout. Il a un gilet pare-balles, tenue en laisse. Et puis tout le monde attend. La question tombe. Est-ce vous qui avez mis du combustible sur le corps d'Alexia pour provoquer la crémation du corps? Et là, c'est trop dur. C'est trop difficile. On sent que ça peut pas sortir. Et puis, bon, à un moment donné, je me suis dit, allez hop, on va prendre la parole. Je lui ai dit, si c'est pas quelqu'un qui passait par là, qui connaissait un endroit, puis qui a vu un corps, puis qui est venu le brûler, c'est pas possible. Je lui ai dit, c'est quelqu'un de ta famille, obligatoirement. Tu couvres quelqu'un. Si tu couvres quelqu'un, l'enquête va repartir, va falloir la trouver, cette personne. On s'isole avec Jonathan, le juge accepte qu'on puisse s'isoler. Et puis, comme à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on lui laisse le choix. Voilà. Il dit simplement, c'est maintenant ou jamais. S'il y a encore quelque chose à dire, ben, il vaut mieux le dire. Et là, il lâche. Il dit voilà, oui, effectivement, c'est moi qui ai mis le feu, c'est moi qui suis responsable. Il lâche et tout le monde est soulagé. C'est ça qui est extraordinaire d'ailleurs. Nous voulions la vérité, nous l'avons eue. C'est tout ce qui compte. C'était très long, très difficile à obtenir, mais avec le savoir-faire de tout le monde, nous y sommes parvenus. C'est tout ce qui comptait pour moi. Ah ben là, je sais pas qui il est. Hein. Il a vraiment 2 côtés. Hein. C'est vraiment, il est vraiment ambivalent et je sais pas. Je ne le connais pas. L'expertise psychiatrique a permis de lever un certain nombre de doutes.
Il y a tout. Il est dominateur, il est un faux dominé, il est narcissique, j'en passe les meilleurs. C'est une expertise qui est une expertise accablante. C'est pas du tout un homme soumis comme on aurait pu le penser. C'est quelqu'un, en fait, il y a un des psys qui a cette formule qui dit il se promène avec un air de chien battu. Il a en fait un caractère assez dominant, il ne supporte pas la rupture, il parle même de personnalité caméléon. C'est-à-dire qu'il s'adapte aux différents interlocuteurs qu'il a en face de lui. Mon épouse et moi partageons la même sorte de liberté à travers nos activités sportives. Alexia aime nager et courir. Moi, je l'ai perdu, Jonathan. Je croyais le connaître, mais je me suis aperçue au fil du temps que c'est une personne qui vit dans le mensonge. Il a construit un personnage. Et est-ce qu'il est venu là dans notre famille par amour pour Alexia ou pour autre chose? Et pourquoi on est arrivé là? Je veux dire, c'est incompréhensible. Je ne comprends pas. Moi, la question que je me pose, c'est de qui est-il tombé amoureux? Est-il tombé amoureux de ma sœur? Est-il tombé amoureux de mes parents? De notre famille, de l'image familiale, de la famille peut-être que lui n'avait jamais eu. Donc finalement, s'il n'avait pas besoin de ma sœur, il voulait tout le reste. Je reste intimement persuadé que Jonathan, dans ce couple, dans cette famille, à un moment, va se rendre compte que c'est plus sa place, qu'il n'est pas heureux. Elle-même est malheureuse parce qu'à un moment, toujours impulsée, on ne peut pas s'empêcher de vouloir quelqu'un qui impulse aussi. Je crois qu'il y en a un qui a trop pris l'ascendant sur l'autre, que la relation se déséquilibre. Et quand ça se déséquilibre, tout est possible. C'était Jonathan, il cachait ses émotions, on ne pouvait pas dire... Bon, il venait dormir le soir ici jusqu'à minuit. C'est là que j'avais dit, mais écoute, si ça va pas, pourquoi vous divorcez pas? Il m'a dit non, moi je l'aime quand même, non, je vais rester avec elle. Quand on s'entend pas, on se sépare. Quand on s'entend plus, ou qu'on ne s'aime plus, ou qu'on ne s'aime pas, on divorce. Oui, quand on est adulte. Mais est-ce que ce couple est adulte? Je n'en suis pas persuadé. C'était pas un homme au sens propre du terme. Moi, je pense que c'était encore un enfant et qu'il ne pouvait pas être un homme. Il y a quelque chose qui l'empêchait d'être un homme. Et je pense qu'Alexia a dû le voir ou en avait marre. À un moment donné, il faut savoir qui on est. Et je pense qu'il ne savait pas qui il était, Jonathan. Il a beau essayer de se faire passer pour le pauvre enfant chétif, c'en était pas un, la preuve. Quelqu'un qui commet des actes aussi violents, c'est quelqu'un qui est capable d'horreur. Tout ce qu'on fait nous rappelle Alexia. Il n'y a pas une journée où on ne peut pas penser à elle. C'est impossible. On se promène en ville, on voit une petite blondinette, ça y est, c'est Alexia. On voit des parents. On voit des parents avec leurs enfants. Et puis nous, on sait qu'on l'aura pu. Allez, le procès de Jonathan s'ouvre le lundi 16 novembre 2020 et se conclut samedi suivant, le 21 novembre 2020, par la condamnation de Jonathan Daval à 25 ans de réclusion criminelle. Il a eu ce qu'il méritait. Et en 2017, pendant 3 mois, après le meurtre, Jonathan n'a pas cessé de mentir en jouant la comédie, en pleurant devant la France entière, à la télé, devant les caméras,
Quant aux parents d'Alexia, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, ils ont été dignes et admirables. Mes condoléances. Allez, on se quitte avec Ahidous wa Mouha Wahdo. مع السلامة. وسردادا وليلي خليتيني وحرق غانتو غلص مليون غلستيني خضير خيرنا ذات الزود إلى المازير تنون غلستيني تعميد هورني يتيوي وموحى وحدو هم العمرة ذا وليدو هم العمرة ذا وليدو هم العمرة ذا وليدو هم العمرة ذا وليدو وصغدا ذا ولينيك الموت بابا غلسوق ناوي ذا ضغط غلفاس زنزاتين تلغاو عشان الكودي شفار على اختاب على غير على اختيني خضير وموحى وحدو هم صرف هذا وليدو هم صرف هذا وليدو هم صرف هذا وليدو هم صرف هذا وليدو هو السغداد وليني يوكا قلنا خمس مطوط بدون ريت تتعاود وديك الراب وصغر زيت أو يختي القاضي هلا يتيني وغطاو وموحى وحدو ما خد سديد العيشة ما خد سديد العيشة ما خد سديد العيشة ما خد سديد العيشة هو السغداد وليني غوري بابا يوسير نفع ذا ولادي وهانتو خارج منات دار سارة غنوفات دايم ساسا غلباس يحكو ناس عشرة يا ساتان تنظيم هو يختيني الفقير أنا استيني الخراج وموحى وحدو خراج هذا شدو 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 خراج هذا شدو. RQC sur le net. C'est le www.rqc.be.